Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série Tai Chi, dans cette nouvelle vidéo de cette série Tai Chi Yoga. Nous allons discuter d'un sujet aujourd'hui très intéressant, l'équilibrage des polarités féminines masculines, donc du yin et du yang dans la tradition chinoise. Donc, je m'occuperai, comme dans les vidéos précédentes, de la partie Tai Chi. Et comme j'aime beaucoup le yoga, j'aime beaucoup la philosophie indienne, j'ai d'ailleurs passé du temps en Inde. J'ai d'ailleurs même étudié la musique indienne aussi pendant de nombreuses années, mais c'est pas mon rayon suffisamment. J'invite ici mon ami Fred, qui lui a ce recul et cette pratique du yoga depuis de nombreuses années. Fred qui va se présenter dans un instant pour ceux qui découvrent, qui ne le connaissent pas encore. Et donc on va sur la vidéo maintenant, une grosse demi-heure, discuter justement de cet équilibrage, donc des polarités yin-yang et de toute cette dynamique féminine masculine qui occupe l'histoire de l'humanité depuis bien longtemps et qu'on retrouve donc cette discussion de ces polarités, de cette complémentarité de ces deux extrêmes qu'on retrouve dans toutes les traditions du monde. Et donc ici on gardera la partie chinoise avec le tai chi et la partie indienne avec le yoga. Fred, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu? Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, Frédéric, 56 ans et 25 ans de pratique de yoga et toujours en découverte et en passion de cet art que j'aime partager à nombreux courants de yoga et aujourd'hui on va dire une sauce qui m'est un peu propre, que j'aime pratiquer et que certains viennent pratiquer avec moi quand cela se met. Voilà. Et beaucoup de plaisir à chaque fois à te retrouver, Pierre-Yves, et à faire ces moments d'échange entre deux pays majeurs aujourd'hui encore, que sont les deux pays les plus peuplés du monde, que sont la Chine et l'Inde, et qui nous ont influencés, qui nous influencent assez bien avec leur philosophie. Et ça, c'est plutôt agréable de pouvoir s'ouvrir, on va dire, à ces richesses et se les partager, et que tes auditeurs tes aficionados puissent découvrir nos petites, comment dire, vardages. Hmm. Voilà. Ok, merci Fred pour ta présentation. On a un petit peu de difficulté au niveau de l'image, mais le son passe, donc on va pouvoir avancer avec ça. Et alors, comme la dernière fois, à 7 heures de la journée, Fred est illuminé. Réellement, donc pas que symboliquement. Donc c'est intéressant, mais on te voit suffisamment. Ah Alors, ouais. on Et, va, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la discussion, je vais lancer la discussion yin-yang, et puis je laisserai Fred rebondir sur la partie indienne de cette perception. Je me risquerai à lancer des noms de divinités, mais je préfère ne pas me ridiculiser dès le début de la vidéo. On en parlera plus tard. Mais j'ai eu l'occasion, en tout cas en musique indienne, de découvrir Sarasvati. Et quand j'étais en Inde, j'ai vu Shiva et Shakti et toute la bande. Mais je laisserai Fred amener tout ça. Alors, dans le tai chi, qui est chinois à l'origine, hein, qui est ancré vraiment dans la tradition chinoise, on a vraiment, et ceci n'est connu, ceci yin-yang, on a une importance fondamentale dans l'alternance entre le yin et le yang. Donc, c'est le symbole que j'ai mis, que je vais mettre ici sur de présentation de la vidéo. On voit le noir avec un point dans le blanc, un point de blanc dedans. On voit le blanc avec un point de noir. Et donc, le message que l'on retrouve à beaucoup d'endroits, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui ne change jamais, c'est que tout change tout le temps. Et qu'en fait, l'univers est constamment en train de basculer du féminin ou du yin vers le yang, qu'on n'est jamais entièrement dans le yin, parce que même quand on est dans le noir le plus complet, c'est-à-dire le moment où le yin est le plus élevé, puisque le yin est le côté noir et le yang est le côté blanc, il y a toujours un petit point de la couleur opposée et qui présuppose ou qui destine la partie féminine à rebasculer vers le côté masculin, où le yin redevenir yang et le yang redevenir yin. Alors c'est intéressant au niveau du symbole, on le voit toujours en 2D, c'est-à-dire à plat, noir, blanc, avec les petits points. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement, il devrait être en 3D en train de se déplacer comme une sphère
plutôt que comme quelque chose de plat. Et donc, il y a certainement des animations en ligne qui doivent être très intéressantes. J'en ai vu l'une ou l'autre où on voit vraiment comme deux serpents qui sont en train de jouer, qui sont constamment dans toutes les dimensions de l'espace en train de s'alterner. Et donc, on va avoir le yin qui prend de l'espace, et puis le yang se rétrécissant, et puis le yang reprend de l'espace et le yin rétrécit, mais on n'est jamais totalement dans l'un, totalement dans l'autre. La définition, une de ces représentations, c'est évidemment l'alternance des saisons. Donc, on a une saison avec qu'on considère plutôt comme l'été, avec le soleil, la chaleur, où le yang est à son maximum. Et puis, on va avoir une alternance avec l'hiver où le yin va prendre plus d'espace et le yang va descendre dans le sol. On retrouve le début du yang au début du printemps, au moment où tout ce qui a été emmagasiné dans la terre va ressortir, on recommence l'expansion du yang, mais le yang n'a jamais totalement disparu. Il a été condensé dans ce point, petit point blanc dans un espace noir. Il y a plein de choses à dire là-dessus, mais je vais laisser un peu d'espace à Fred pour qu'il puisse amener la partie indienne. L'hiver est le moment où le yang se concentre au niveau dans le sol. Et donc, toutes les graines qui sont tombées et qui sont la résultante de la putréfaction de l'automne, donc tout ce qui est tombé au sol et qui est descendu sous la terre, le yang se cache dans le sol et au printemps, le yang commence à son expansion et donc on retrouve la lumière. L'hiver est la couleur noire et la couleur rein vessie. J'en parle dans la série Acupuncture qui est en train de sortir maintenant. Et au printemps, la couleur verte et le blanc du yang revient et on voit l'émergence de tout ce qui était dans le sol qui réémerge, la vie revient. Donc ça c'est et le yang refait son expansion. Plein de choses à dire de ce côté-là. Je laisse une place maintenant pour Fred pour parler un petit peu de la définition féminin-masculin dans la tradition plutôt du yoga. Alors, je vais faire le pont avec les saisons. Nous sommes juste passés depuis 48 heures à peu près en automne, à peine 48 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques jours de ça, c'était l'équinoxe. Et l'équinoxe a cette faculté d'être un moment d'équilibre. C'est un moment de passage particulièrement important, en tout cas en devenant de plus en plus sensible à ces dimensions-là, c'est de plus en plus ressenti. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, on va dire que le yin égale le yang. Le yin et le yang sont équilibrés à l'équinoxe. Ça se retrouve deux fois sur l'année, une fois fin septembre, vers le 21 septembre, et une fois vers le 21 mars. Alors, qu'est-ce que ça a d'assez extraordinaire dans un cycle, on va dire, annuel? C'est qu'à partir on va dire, d'aujourd'hui et des jours suivants, euh, le yin va prendre un peu plus de place. C'est-à-dire que la nuit va s'allonger au fur et à mesure, en tout cas sous nos latitudes à nous, et le jour va décroître. Et puis le point le plus bas, ce sera au solstice d'hiver, vers le 21 décembre. Et c'est tellement important, et j'aime bien toujours, même si on joue les orientaux en ce moment, chacun avec nos passions respectives, on reste dans une société judéo-chrétienne, et si on fête Noël, ben, c'est simplement le retour de la lumière, puisque en général, il y a pendant 2, 3 jours, le soleil est au plus bas au niveau du mois de décembre, et à partir du 24 décembre, enfin exactement le 25 en général, eh ben, les jours réallongent. Donc, il faut essayer de se remettre dans le contexte où on n'y comprenait pas grand-chose il y a quelques milliers d'années et toutes les peurs que cela pouvait sous-entendre. Voilà, comment dire, parallèle fait par rapport à ces notions que j'aime beaucoup de saisonnalité et qui sont des saisonnalités aussi dans les énergies qui nous traversent. Et c'est bien d'en prendre conscience. Petit clin d'œil, il est tout à fait normal à cette période-ci d'être un peu fatigué. Voilà, tout simplement. C'est des moments dans l'année un peu particuliers lorsqu'on a vraiment un switch majeur entre le yin et le yang. Voilà, le yin prend maintenant installation, on va dire, pour les 6 mois prochains. Et puis, à partir du mois de mars, ce sera le yang qui reprendra quelque part le lead. En yoga, c'est assez différent, même si c'est évidemment la même chose, mais on va dire que c'est traduit différemment et je vais parler de deux notions.
dans Hatha Yoga, j'en avais déjà touché un mot, le A représente le soleil et le Ta représente la lune. Donc on recherche un équilibre lune-soleil, qu'on pourrait traduire par yin et par yang, bien évidemment, dans leur représentation symbolique. Et puis on a, comment dire, Ida et Pingala. Alors Ida et Pingala, ce sont deux, comment dire, je pourrais dire méridiens, si je dois faire le pont. Ce sont deux canaux énergétiques absolument majeurs. L'un est, comment dire, on pourrait l'associer au yin, et l'autre, on pourrait l'associer au yang, Pingala au yang et Ida au yin. Euh, Petite chose un peu technique, paraît-il, j'ai jamais vérifié, mais dans certains écrits, et de temps en temps essayer d'être sensible avec soi-même pour le ressentir, tous les heures 10, à peu près, une cloison nasale s'ouvre plus que l'autre. Donc, il semblerait qu'au niveau de notre respiration, donc notre prise d'énergie, donc quelque part ce que nous prenons aussi de l'extérieur à travers la respiration, eh bien, on stimulerait plus une latéralité qu'une autre. Ça veut dire qu'on stimulerait plus, en tout cas au niveau du yoga, Ida et puis Pingala, et ça de manière équilibrée et de manière rythmique. Euh, de nouveau, dans la symbolique indienne de ce Ida et Pingala, le but du jeu, c'est de les équilibrer. Donc, on va chercher à équilibrer notre côté masculin et notre côté féminin. On viendra plus en détail dans les process et quelles sont les manières, entre guillemets, par lesquelles on peut y arriver pour arriver à ce point, on va dire, de neutralité ou en tout cas d'équilibre entre ces deux forces et il faut savoir que Ida et Pingala, un petit peu comme dans le caducée des médecins, des pharmaciens, mais les anciens caducées, ils ont un peu changé le dessin du caducée, donc elle est plutôt rechercher les anciens caducées qui sont utilisés à travers les âges comme des symboliques. Eh bien, à chaque fois que ces deux serpents se croisent, eh bien, on a Ida et Pingala qui se croisent, et ce point de croisement est un point d'équilibre qu'on appelle un chakra. Et lorsqu'on aligne l'ensemble de nos chakras, de ces points d'équilibre, on a ce qu'on appelle la colonne centrale, le Shushumna, qui est souvent relié, on va dire, dans sa notion pratique et théorique et matérielle à la colonne vertébrale pour donner un axe qui est cet axe vertical dans lequel on s'installe et dont on a beaucoup parlé. Mais j'ai presque envie de dire aujourd'hui, on va parler assez bien des latéralités et quelque part de cet axe horizontal de chercher cet équilibre entre le féminin et le masculin pour s'ouvrir à cet axe vertical. Voilà, petite introduction un peu longue. Je te repasse la parole, Pierre-Yves. Ok, merci Fred. Je pense qu'on est en train de couvrir du chouette, chouette terrain dans ce domaine. Tellement de choses à dire en plus. Euh, je pense qu'on a pu l'entendre dans le partage que tu viens de faire ici. Ta compréhension de la polarité féminine, masculine n'est pas limitée que au yoga. On entend bien des inspirations venant d'autres courants. J'ai étudié pas mal de choses aussi. Dans le cadre de ma formation en psychologie, j'ai beaucoup étudié Jung. Carl Gustav Jung a été cherché un peu dans plein de domaines et dans l'ancrage aussi de notre culture ici. Comme tu l'as bien souligné, ni toi ni moi ne sommes ni indiens ni chinois. Et donc, c'est important de comprendre le tai chi, le yoga dans le cadre de notre éducation à nous aussi et de pouvoir faire des liens. Et évidemment, cette compréhension des polarités féminines, masculines, yin-yang existait évidemment en Occident aussi et dans notre contrées et était formalisée différemment, comme le ciel et par exemple le soleil et la lune, par exemple, très, très présent dans notre mythologie. D'ailleurs avant l'arrivée chez les païens, très très fort. Et puis, ben, on le retrouve évidemment en Orient. Alors, je vais revenir sur le Tai Chi. Je me fais je précise un peu féminin, masculin. Je fais un petit zoom là-dessus. Yin-yang et ou féminin, masculin. Alors, il faut bien faire attention parce qu'on est dans le langage symbolique qui est assez complexe à comprendre quand on a un esprit très rationnel. Donc, il faut savoir qu'on a besoin des deux langages, le langage rationnel et le langage symbolique. Je prends souvent l'exemple pour ceux qui voudraient avoir un peu plus de compréhension par rapport à ce fameux langage symbolique. Pourquoi est-il différent du rationnel? Comment est-ce qu'on peut dire féminin égale yin, masculin égale yang, avancé égale yang, reculé égale yin? On n'a pas toujours beaucoup de facilité à comprendre ça si on est très rationnel. L'inconscient, donc la partie inconsciente de notre mental, qui représente quand même 90% des facultés cognitives, utilise le langage symbolique, alors que le rationnel conscient utilise le langage rationnel.
Et donc, ben, forcément, une chose n'est pas l'autre. Et le rationnel a une approche beaucoup plus incisive et va beaucoup plus créer des catégories et dire ça, c'est pas égal à ça, ça c'est différent de cela. Ça vient très très fort. C'est le process d'ailleurs de l'étude scientifique qui consiste à disséquer et à séparer. Le langage symbolique crée des ponts et crée des catégories beaucoup plus larges. Le langage symbolique, c'est le langage de l'inconscient. Il est assez curieux, mais on le connaît parce que c'est le langage de vos rêves. Donc j'ai rêvé très fort cette nuit parce que j'ai eu un réveil intempestif en milieu de nuit. Donc je me souviens de mes rêves parce que j'ai eu un sommeil un peu particulier, un peu bousculé. Et les rêves sont assez curieux en général, hein. Levez la main si vos rêves sont extrêmement rationnels et extrêmement concrets. Vous êtes à un endroit, puis tout d'un coup, vous êtes à un autre endroit. Une personne change de visage et n'est plus la personne qu'elle était. Vous sautez d'un avion et vous volez. Voilà. Donc, on a des rêves qui sont... les rêves sont curieux, on se réveille et on essaie de les comprendre avec un esprit rationnel qui dit, mais enfin, si une personne a tel visage, comment se fait-il que j'ai l'impression que c'est cette personne-là, mais avec ce visage-là? Et en même temps, on comprend, on sait qu'il y a un message qui est là. Ça, c'est le langage symbolique, qui correspond quand même à 90% de la masse cognitive. Et donc, c'est un langage qu'il est utile d'essayer de comprendre et d'intégrer dans son quotidien. Le langage du yin-yang, c'est le langage symbolique. Donc, quand on dit yin, c'est une catégorie assez large dans laquelle on va mettre le féminin, potentiellement la femme, potentiellement la réceptivité, aller vers le bas, revenir vers soi, se descendre dans le sol, alors que dans le côté yang, c'est une large catégorie dans laquelle on va mettre le masculin, l'homme, le père, aller de l'avant, structurer, aller vers le ciel. Donc, il faut être assez souple dans sa compréhension et retrouver finalement un langage que l'on utilise beaucoup la nuit quand on dort et que l'inconscient utilise pour structurer d'ailleurs son rapport au conscient. Il y a un équilibrage, un peu comme les backups sur les serveurs s'organisent pendant la nuit. L'interface entre le rationnel et le symbolique, donc entre le conscient et l'inconscient, opère toute une série de transactions dont les premiers psychanalystes ont beaucoup parlé, donc que ce soit Freud ou Jung ou Adler ou d'autres. Cette interface entre ces deux langages, entre ces deux parties de l'esprit, ont été très très fort, ont été un peu, on a mis du langage dessus en début de siècle grâce à ces psychanalystes. Alors, juste pour terminer, donc, quand on dit yin, ça ne veut pas nécessairement dire ah ben je suis une femme donc je suis yin. Et c'est pas parce que je suis un homme que je suis yang. Mais c'est vrai qu'un homme a une tendance à avoir des caractéristiques plus yang, mais a aussi une partie yin puisqu'on n'est jamais totalement blanc. On a un petit point de noir. Donc même un homme qui est très masculin a une partie féminine. Ce que Jung appelait d'ailleurs son anima, donc la partie féminine intérieure à un homme et donc la partie féminine qui a été souvent intégrée par le rapport à la mère. Bon, on ne va pas rentrer trop dans la psychanalyse, sinon on est foutu. Et une femme aura une tendance à avoir beaucoup plus de caractéristiques féminines, mais pas nécessairement, et donc aura également un animus, si on reprend le langage de Carl Gustav Jung, c'est-à-dire une partie masculine intégrée. Et voilà en tout cas pour un petit ajout de compréhension sur ce qu'on entend par le langage symbolique, le yin, le yang et la différenciation entre homme et femme. Donc voilà, il faut de la souplesse puisque tel notre inconscient, on peut être à un endroit et puis à un autre dans un rêve, eh bien, les catégories doivent être souples et il faut essayer de les comprendre sur ce point de vue. Après, je te relance la parole avant de revenir. Après, je te propose, je vais te laisser rebondir ici et on ira plus dans le concret de la pratique yoga et tai chi Mm. après ton ajout. Ouais, moi je vais en effet rentrer un peu plus dans le concret yoga de manière très simple dans la construction d'une séance de yoga en général, au niveau vraiment juste postural. Donc, je ne parle pas ici des techniques de respiration, techniques de méditation, techniques de visualisation ou ces autres possibilités-là qu'on aime à travailler aussi dans les séances, mais simplement vraiment sur la partie posturale. De manière très simple, on est souvent symétrique, c'est-à-dire qu'une posture va être prise d'un côté, puis va être prise simplement de l'autre. Donc on cherche constamment à travailler. Voilà, je bouge beaucoup, mais il y a le chat qui vient faire ses griffes sur mes cuisses. Donc Mm. petite sensation. Si tu Euh, sautes, on sait pourquoi.
Oui, voilà, exactement. Comme ça, voilà, je vous montre l'animal. Mm. C'est- Et je retrouve voilà mon fil. On travaille tout à fait de manière symétrique, aussi bien à gauche que à droite, pour stimuler, on va dire, les latéralités du corps. On travaille aussi bien en ouverture avant, hein, donc tout ce travail de cet ordre-là, que en fermeture ou des pinces qui font des fermetures pour aller étirer, on va dire, aussi bien le dos que le ventre, que les chaînes. On travaille beaucoup en fait les chaînes musculaires en discutant avec un kiné. Ben, il y a toute cette notion de chaîne musculaire que le yoga travaille assez bien et les kinés apprécient, enfin, pour tout cas, pour certains kinés, vraiment le travail que le yoga offre parce qu'il y a comment dire, une recherche d'équilibre dans les chaînes musculaires. Et donc, vraiment dans le travail purement postural de tout ce qu'on appelle les asanas, qui est la partie la plus consciente du yoga, je veux dire la plus visible, la plus connue que la majorité d'entre nous pratiquons, je dirais, à tel point que même ils veulent le présenter aux Jeux Olympiques comme une espèce d'épreuve un jour. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais bon, on ne sait jamais, hein, tout est possible Mm. pour refaire de l'audience. Mais voilà, et donc dans une construction d'une séance de yoga, on va chercher constamment cet équilibre gauche-droite, avant-arrière, pour créer un centrage. Et cette recherche, on va dire, de polarité, hein, comme tu expliquais, cette notion d'aller vers l'avant, cette notion de reculer, cette notion d'ouverture complète, cette notion de fermeture, cette notion d'ouverture d'un côté ou d'ouverture de l'autre côté, va créer une activité des différents partie de nous-mêmes, je dirais. Ça, c'est vraiment sur le plan purement physique que le yoga travaille qui me semble évident. Et en fonction, ben, pour travailler soit en individuel ou soit dans des petits groupes et de prendre le temps avec les personnes, puisque un corps raconte énormément une partie de l'histoire, on va dire de nouveau, c'est la partie extérieure, la partie visible de nous-mêmes. On va dire c'est notre partie yang à chacun, hein, cette partie exposée à la lumière, tandis que toute la partie intérieure, ben, voilà, et prend un peu plus de temps de le rencontrer. Mais au fur et à mesure, on remarque vraiment qu'on peut être beaucoup plus souple du côté droit que du côté gauche, on a beaucoup plus d'ouverture du côté droit que du côté gauche, on a beaucoup plus d'ouverture vers l'avant ou vers l'arrière, et tout ceci peut vraiment traduire un équilibrage énergétique de la personne. Et donc, au fur et à mesure du travail, on va dire en symétrie, à ces recherches avant-arrière, gauche-droite, eh bien, pour certaines personnes, ce sera comment dire, une redécouverte d'une partie d'elle-même. Voilà. Et en effet, tu l'as très bien dit, il y a des femmes qui sont avec des animus surdéveloppés. J'en rencontre de temps en temps. Dans le monde du travail, on en rencontre, toi et moi. Dès qu'elles arrivent à un certain niveau de hiérarchie, ben, ce sont des combattantes, souvent en talons aiguilles. Enfin, je fais un peu un cliché, mais elles sont extrêmement, comment dire, avoir développé leur partie animus pour s'imposer, et c'est tout à fait normal, et ont besoin, pour certaines, et elles le disent très clairement, en général en intimité ou en aparté, une recherche beaucoup plus féminine, une partie d'elles-mêmes qu'elles n'ont pas eu l'occasion de mettre tellement en avant ces dernières années et qui leur manque. Et inversement, on a, voilà, on connaît tous différents machos et une fois qu'on rencontre un peu plus ces hommes-là, ben, ils ont vraiment ils ont un petit cœur d'artichaut. C'est des gars d'une douceur, d'une tendresse et d'une profondeur, mais qui sont vraiment pour certains impressionnants qu'on ne pourrait vraiment pas croire quand on voit la carapace qui est proposée aussi. Et donc, comment dire, ce travail d'intériorisation et d'extériorisation, ce travail d'inspiration et d'expiration, ce travail de l'intérieur et de l'extérieur, crée aussi cet équilibre qu'on va aller chercher dans ces polarités. Ok. Voilà, Super, petit côté super. pratique d'une séance. Ouais, super, et je te remercie ici parce que tu apportes effectivement on prend la thématique yin-yang et tu l'as intégrée ici maintenant par rapport à la pratique du yoga. Donc, je vais faire la même chose ici par rapport au tai chi. Donc, dans l'apprentissage de la forme, donc pour les élèves qui suivent les cours qui se trouvent ici en ligne sur YouTube, juste pour rappel, vous le savez, vous avez la première section, mais la deuxième et la troisième se trouvent sur Patreon. Le lien est ici en dessous. Et donc, dans la première, c'est comme ça que j'ai appris. La première chose qu'on fait, c'est qu'on apprend tous les mouvements. Et puis, on fait un stop une fois qu'on a appris la forme en entier et on revoit l'apprentissage avec la dynamique yin-yang. Puisqu'en fait, chacun des mouvements qui se succèdent, un mouvement est yin et puis un mouvement est yang. Et puis le mouvement suivant est yin et puis yang. Et donc, on va chaque fois avoir une partie de réceptivité et puis une partie d'extérieur. On va revenir vers soi et puis on va aller vers l'extérieur. Vers soi, vers l'extérieur. Alors, pour rappel, le tai chi, c'est un art martial. Ça a tout son sens, évidemment, de faire des allées vers l'avant et des réceptions.
On va d'ailleurs s'adapter, mais ça je le dirai après, à ce que son adversaire propose, hein. On va pas faire du yang contre du yang, hein. On va faire du yin contre du yang et inversement. On retrouve ça d'ailleurs au niveau même des mouvements d'une armée, hein. L'art de la guerre, Sun Tzu avait déjà bien pensé à ça. On ne va pas foncer tête baissée contre un adversaire qui fonce tête baissée. On va l'accueillir, hein, bras ouverts. On va refermer le piège derrière et puis on va s'en occuper, on va l'encercler, quoi, par exemple. Donc ça, c'est toute une autre discussion. Mais donc cette dynamique yin-yang, elle est au niveau de l'individu, au niveau de la pratique du tai chi, mais elle est évidemment au niveau d'une société, même au niveau de mouvements, même d'une armée, puisque si on prend l'art martial sur le plan plus large, eh bien, on n'est pas seul en combat contre une seule personne, on est en interaction avec un adversaire multiple, composé de multiples individus dans le cadre d'une armée contre une armée. Donc les principes yin-yang se retrouvent là-dedans aussi. Donc dans le tai chi, quand on apprend, donc on revoit la forme en entier avec cette dynamique yin-yang, on voit qu'il y a des mouvements, les mouvements yin sont ronds, en grande partie, 95% en tout cas des mouvements yin sont ronds, avec une petite exception quand même. On va vers soi, on va vers le bas, on va vers l'arrière, euh, on va recevoir, alors que les mouvements yang sont des mouvements qui sont à 95% longs, qui vont vers l'avant, vers le haut, et dans lesquels on va à la rencontre de l'adversaire. Ça ressemble plus à des attaques, on va dire ça comme ça, alors que les mouvements yin sont des mouvements plus réceptifs. Et donc, quand on regarde le déroulement de la forme, on va avoir un mouvement rond vers soi et puis un mouvement long vers l'extérieur, à 95%, puisque c'est pas du 100% de nouveau, hein, il y a un peu de blanc dans le noir et du noir dans le blanc, mais on a cette dynamique-là qui va être intéressante et qui sera plus tard couplée à la respiration, inspirer, expirer. Donc, comme dans le yoga, comme tu l'as expliqué ici, on va aller vers l'avant, ou vers le bas, ou vers soi, et puis on va s'ouvrir, on va aller vers l'arrière, on va regarder gauche, droite également. On va dans le tai chi, et dans les exercices, on va souvent regarder la gauche en premier lieu et la droite dans un deuxième temps pour justement travailler le côté instinctif plus que le côté dirigé. Euh, Beaucoup de choses à dire encore sur gauche-droite et haut vers le bas, mais je vais rester ici sur le yin-yang. Donc, on revoit la forme. Donc, ça, c'est vraiment très important. C'est intégré dans les mouvements même quand on pratique la forme. En tout cas, dans cet apprentissage spécifique du yin-yang, on va même le dire yin, exécuter le mouvement, yang, exécuter le mouvement, et donc intégrer ces polarités féminines et ces polarités masculines, ce côté yin et ce côté yang. Le yin précède le yang, c'est intéressant. De l'œuf et la poule, on a trouvé la solution chez les Chinois. C'est d'abord le yin qui donne naissance au yang et les mouvements vont par paire, donc il faut autant de yin que de yang. Ça, c'est aussi important. Donc il y a autant de mouvements yin que de mouvements yang dans la forme, mais on commence par du yin, on commence par recevoir et puis on va aller vers l'extérieur. Fred, je Oui, te je, laisse. je, je, je pense à ça, j'ai oublié de rajouter un point dans la pratique. Donc, on appelle souvent des contre-postures. Une fois qu'on a travaillé certaines postures, on va chercher une contre-posture qui est évidemment l'inverse de la première, ou en tout cas qui va aller chercher un équilibrage. Et un peu comme chacun d'entre nous, je suis assez impressionné qu'à travers la planète, sur les 8 milliards à peu près que nous sommes presque à un point d'équilibre toujours entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes. On peut s'amuser à faire une digression constante sur le temps de jour, le temps de nuit, voilà, sur tous ces aspects-là. Et pour en revenir vraiment au yoga et à Ida et Pingala, tout ce travail, on va dire, postural que le yoga propose à travers les asanas, les postures, on cherche aussi bien, comment dire, dans certaines postures, la posture où on fait, je l'appelais le trépied, pour faire simple, pour pas donner des noms sanscrits, mais on est sur la tête en équilibre, elle est considérée comme une posture royale. Et c'est pas pour rien, puisqu'on fait une inversion complète quelque part de ces polarités, on avait oublié de parler, enfin, j'avais oublié de parler de cet aspect terre qui absorbe une partie de notre énergie, le ciel qui nous en donne. Dans cette liaison entre guillemets entre le terre et la ciel, nous sommes entre le terre et le ciel, voilà, la ciel. Euh, Lapsus révélateur. Ouais. On tente à trouver un équilibre dans cette verticalité, de pouvoir, comment dire, s'épanouir.
ouvrir complètement cette partie, ce fameux soi, hein, qui est tellement important pour le travailler, je dirais, un peu plus profondément dans certaines pratiques de yoga qui sont, je vais aller dire, jusqu'à être thérapeutiques d'une certaine manière. On cherche vraiment à faire des réouvertures ou des reconnexions avec le soi. Et j'en profite pour faire cette digression pour avoir été très impressionné et agréablement surpris par un bonhomme que j'aime beaucoup suivre et qui est spécialisé dans les traumas, qui s'appelle Bessel van der Kolk, qui est un Hollandais, mais qui a vécu toute sa vie pratiquement aux États-Unis, et qui a mis clairement en évidence que parmi les meilleures thérapies que l'on peut s'offrir lorsqu'on a eu des traumas, et c'est quand même une bonne majorité d'entre nous, le yoga fait partie de ce qui est vraiment, vraiment conseillé. Et des études scientifiques le prouvent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Euh, il y a une raison très simple de cela, c'est que le yoga et le tai chi, j'en suis archi convaincu pour l'avoir pratiqué un petit peu, nous remet en contact avec nos profondeurs, nous au masculin, par exemple, ou ce côté yang naturellement pour un homme qui est installé dans son énergie yang et qui le vit, je veux dire, tout à fait correctement, eh ben, on aura tout un travail d'anima, d'introspection et d'aller se rencontrer. Voilà, mon chemin personnel, à 33 ans, à un moment donné, lors d'une séance de yoga, pour la première fois, je vais dire que je rentre en moi. Je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos qu'on a partagées. Ce moment-là, c'est ma rencontre, on va dire, avec le soi. Je ne savais pas qu'il y avait autant de richesse à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est juste une merveille. J'étais occupé à faire le tour du monde, j'étais en train de voyager, j'étais vraiment, on va dire, dans le yang parfait, dans l'extériorisation, dans toujours aller vers l'avant, toujours dans la découverte. Et la plus grande découverte de ce tour du monde qui a duré un an, en fait, c'est le soi, étonnamment. Et donc, suite à ça, ben, le yoga est rentré complètement dans ma vie parce que il a répondu à une question évidente de rencontre du soi. Et ce soi, c'est un équilibre parfait entre ces polarités masculines et féminines. Et donc, j'observe ça de plus en plus avec beaucoup, comment dire, beaucoup de tendresse, surtout chez les vieux couples. L'homme et la femme qu'on a pu côtoyer une partie de sa vie et qu'on a vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en couple, petit à petit, on ne sait plus très bien qui est qui. Il y a comme un transfert d'énergie. L'homme se féminise, la femme se masculise, elle prend certains aspects de l'un, l'autre prend certains aspects de l'autre. Et donc, il y a une espèce de, comment dire, de quête à l'équilibre, qu'elle soit consciente ou inconsciente, qu'elle se déroule peu importe dans ce que vous pratiquez. Ici, on va dire qu'on a accès à un accéléré. Parce que clairement, ces philosophies-là l'ont mise en avant, elles le travaillent, elles le recherchent, et j'ai presque envie de dire, ont comme postulat, quand je prends la symbolique du yin-yang, du Tao, ont vraiment cette quête d'équilibre entre ces forces dites différentes, mais en fait qui sont sublimement complémentaires. Et tout l'art dans une posture, la clé de chaque posture, j'ai envie de dire, c'est lorsque vous faites l'équilibre entre les muscles qui nécessitent la prise de la posture et tous les muscles que vous allez devoir relâcher, donc toute une dimension yin extrêmement de détente qui va vous permettre cette posture. Il y a une posture qu'on appelle la montagne, qui est une posture qui s'appelle Tadasana, qui est d'une simplicité déconcertante, c'est-à-dire vous êtes juste debout. Et tout l'art, c'est ne rien faire. Et c'est la posture la plus yin, on va dire, du yoga. C'est la montagne, c'est une des postures les plus puissantes qui soit. Et elle est vraiment pas si simple à garder ou à prendre parce qu'on doit détendre l'ensemble de nos muscles et on rentre dans une forme de minéralité, hein. On rentre dans la structure osseuse de qui nous sommes. D'une certaine manière, on rentre vraiment dans les profondeurs archaïques. Et ça m'étonne pas que je ne savais pas d'ailleurs, je l'ai appris maintenant dans cet échange avec toi, Pierre-Yves, que quelque part le tai chi a choisi et le yin est premier entre la poule et l'œuf. C'est très clair. Et ça fait sens. Voilà, Ok, ok, je chouette, te chouette. repasse la parole. Ouais, c'est gentil. C'est chouette. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Et alors, on ouvre des parenthèses. C'est toujours un peu le danger dans cette série ici, c'est que on ouvre plus de sujets que. Et c'est chouette, on apporte plus de questions et on creuse plus que de. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais rebondir un peu sur ce que tu dis ici, et puis on va tout doucement s'acheminer vers la fin de cette vidéo. Je vais donner quelques éléments très très concrets par rapport au Tai Chi. Je rebondis juste
sur ce que tu viens de dire par rapport à l'équilibrage yin-yang. C'est pour Carl Gustav Jung le principe d'individuation ou le chemin de l'individuation qui consiste à rechercher en soi ce qu'on a projeté dans les 40 premières années de sa vie à l'extérieur. Donc, une des grandes recherches que l'on fait dans la vie, dans le principe d'individuation de Carl Gustav Jung, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on a en soi, en finalement en le recherchant à l'extérieur, hein, ce qui est l'image de ce que tu viens de raconter ici, en partant visiter le monde pour finalement se trouver soi. Et c'est l'alchimiste de Paulo Coelho qui dormait sur son trésor dans sa cabane dans la montagne, hein, et qui doit aller jusqu'en Égypte finalement pour se rendre compte que le trésor était en lui, ou en tout cas dans sa cabane. D'ailleurs un symbole, hein, de nouveau, puisqu'on parlait pour faire un lien par rapport au langage symbolique que j'expliquais, que je présentais tout à l'heure. Donc oui, effectivement, l'art, le yoga et le tai chi, par la pratique, vont vous amener à découvrir cette partie féminine ou cette partie masculine qui est en vous, avec pour but d'équilibrer dans un individu les deux polarités. C'est ça qui est très intéressant dans ces deux pratiques, autant le tai chi que le yoga, c'est qu'elles sont complètes et elles permettent justement la découverte de ces deux aspects et vont vous mettre au défi, parce que je vais partager mon expérience personnelle et donner quelques exemples plus précis. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'apprentissage de la forme et de l'aspect de chacun des mouvements. Donc, ça veut dire que quand on pratique la forme, on a du yin, on a du yang en alternance pendant toute la pratique. Mais dans l'expérience, ce qui est très intéressant, c'est de voir, et je vais vous parler de mon expérience personnelle, que ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est la partie féminine. Je suis arrivé dans le tai chi jeune, enfin jeune. Qu'est-ce qu'on appelle jeune? J'avais 20 ans, donc pour du tai chi, c'est jeune. J'avais 20 ans, oui, je pense que c'est ça, 22, 29, plus ou moins, 20, 22 ans, je ne sais plus exactement, mais dans tout début vingtaine. Donc, je suis encore, en plus, je viens des sports de combat, donc je suis encore très, très volontaire. Ce que j'arrive à faire très rapidement, c'est la partie yang du tai chi, c'est-à-dire que j'arrive à retenir les mouvements, à mettre de la structure, je m'engage, je pratique beaucoup. Ça, je sais très, très bien faire. Je constate ça chez des élèves qui sont très yang, qu'ils mémorisent, qu'ils s'engagent, qu'ils sont. Et c'est un art en soi, hein, d'arriver à retenir les mouvements, de retenir à quoi ils servent, de retenir le placement. Donc c'est une partie très mentale en fait, hein, qui est plutôt une représentation yang dans la pratique, une manifestation de la partie yang, donc la mémorisation. La partie qui est la plus difficile pour moi, c'est lâcher prise. C'est me détendre, c'est accepter, c'est prendre le temps, c'est de ne pas juste vouloir faire, mais de pouvoir aussi sentir. Et ça, pour moi, c'est vraiment le gros défi. Et donc, ça reste parce que je reste très yang, je reste, mais c'est la partie où, finalement qui continue à me nourrir. Il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup de... Et curieusement, dans la méditation, il y a beaucoup à faire et il n'y a rien à faire. C'est un mélange entre les deux. Mais de l'extérieur, en fait, on est assis et on ne fait rien. Et pourtant, c'est une partie extrêmement importante du Tai Chi. Dans le Qigong, d'apparence extérieure, on ne fait rien. Donc, on est en posture de l'arbre. Donc, le Qigong de l'arbre, on est en posture statique d'apparence et on ne fait rien. C'est pas vrai, mais c'est beaucoup plus. C'est pas jouer au hockey, ou au hockey, par exemple, ou jouer au tennis, hein. On est statique pendant une certaine période. Je fais régulièrement 1 heure, voire plus d'1 heure de Qigong. Donc, ça veut dire 1 heure en position statique. C'est pas rien quand même pour un esprit yang, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est entrepreneur de nature, qui aime bouger, qui aime faire. Donc, ça, c'est mon défi. Et je le vois chez mes élèves. Certains élèves arrivent avec une dynamique très yang. On veut apprendre des mouvements. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir le mouvement suivant et le mouvement suivant? Et j'étais comme ça, hein. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir encore un mouvement? Est-ce qu'on peut en avoir deux d'affilée? Est-ce que je peux vite terminer la forme? Et je la retiens. Mais après, je dois laisser les choses se vivre à l'intérieur. Et ça, c'est plus compliqué. Et puis, j'ai des élèves qui ont le côté inverse, hein, qui arrivent en disant, c'était quoi encore qu'on a vu la fois passée? Est-ce qu'il y a moyen de travailler moins vite? Et c'est-à-dire peut-être, restons sur le mouvement qu'on a déjà vu il y a 3 semaines, ce qui évidemment énerve les autres élèves qui veulent un mouvement supplémentaire. Et donc, on préfère alors être dans la sensation, plus trop savoir, on met où sa main, est-ce que c'est vraiment important? Mais ce sont des personnes à ce moment-là qui sont plus dans l'intériorité, dans la réceptivité, dans l'être, et qui vont plutôt sentir, qui vont avoir une faculté à sentir ce qui se produit, mais qui vont avoir plus de mal à
suivre l'enseignement des mouvements. Qu'est-ce qui est important dans le tai chi? Eh bien, évidemment, les deux. Donc, il faut pouvoir mémoriser les mouvements, il faut pouvoir mémoriser les postures, il faut pouvoir mémoriser les enchaînements, savoir à quoi ça sert, donc la partie plus yang. Et puis, ben, il faut pouvoir laisser les choses se faire vivre, se vivre et être perçu de l'intérieur. Et chacun de mes élèves aura son côté plus yin ou son côté plus yang et sera mis au défi à travers l'enseignement de la pratique pour quelque part, trouver une complétude sans devoir projeter à l'extérieur, c'est-à-dire sans devoir aller, là je fais le lien et je clôture ici, de faire cette projection de je n'ai pas ceci, je vais le chercher chez quelqu'un d'autre, puisque c'est un art martial interne, c'est une pratique personnelle interne, et donc ici on se sert de cette pratique pour finalement trouver en soi et la polarité yin et la polarité yang, et en fonction des circonstances, savoir comment équilibrer ces deux énergies qui bougent en permanence. Je vais juste faire un petit apport avant que tu clôtures, parce que c'est un petit exercice que j'aime beaucoup faire, qui est très simple, qui est basé sur la respiration. C'est la respiration en quatre temps, et ces quatre temps sont liés aux quatre saisons, et ces quatre saisons sont liées, on va dire, aux deux polarités. Donc, peu importe par où on commence, on va commencer un peu avec la vieille culture romaine, c'est-à-dire que le premier jour de l'année, c'est le 1er mars. Et donc, on commence avec le printemps, et le printemps, c'est une inspiration. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement yang. Je suis dans quelque chose de nouveau, j'inspire. Une fois que je suis complètement rempli d'air, j'arrive dans l'été. C'est ce qu'on appelle la rétention à poumon plein, hein, dans le yoga. Je vais pas donné les noms sanscrits de nouveau, c'est simplement ça. C'est l'été et on est on va dire, dans la plénitude. Et puis il y a le troisième temps de la respiration, c'est maintenant, c'est la saison qui commence, c'est l'automne, c'est le lâcher prise, c'est j'expire. On rentre dans le yin. Et puis il y a ce quatrième temps qui est passionnant de la respiration, qui est ce qu'on appelle être resté à poumon vide, qui est l'hiver, qui est la base de l'intégration. Et donc sur un temps d'une respiration complète, inspire, rétention poumon plein, expire, rétention poumon vide, on peut s'amuser à rentrer dans toute cette cyclicité à notre rythme, nous, humains, par rapport, on va dire, à la cosmogonie qu'on a un peu abordée aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus vaste, sur des temps qui ne sont pas les nôtres, mais sur le temps simplement de l'humanité, notre temps, on va dire, que nous sommes ici-bas, eh bien, sur une minute, vous pouvez déjà appréhender énormément de richesses. Voilà. Et on peut le faire régulièrement, tout le temps, tous les jours, plein de fois par jour, et c'est tout le temps là, disponible à qui veut. Voilà. Merci Fred. Cette respiration, elle est tellement efficace qu'elle est enseignée, je pense que je l'ai dit dans une vidéo précédente, elle est enseignée par certains spécialistes aux membres d'unités spéciales, police, militaires, etc., pour justement garder son sang-froid, pour garder le stress sous contrôle. Je l'ai enseigné moi-même récemment dans le cadre de plans d'urgence dans des grandes entreprises à des cadres dirigeants qui doivent gérer les crises et qui doivent prendre de bonnes décisions. On recommande cette respiration. 4 secondes, inspire, bloquer 4 secondes, expire 4 secondes, bloquer 4 secondes. Donc c'est pour dire l'importance de cette respiration, de cet enseignement millénaire que l'on met de côté à un moment parce que c'est pas très scientifique tout ça et vers lequel on revient parce que on se rend compte de sa valeur et que parfois finalement l'esprit scientifique, hmm, est-ce que la sagesse millénaire, c'est un sujet pour une autre vidéo, je pense. Merci Fred pour ta présence. Ouais, Ah, merci merci à vous beaucoup pour aussi. votre présence. Merci pour votre présence sur cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques ou des sujets que vous voulez que l'on traite, placez-les dans la série commentaires. Si vous voulez soutenir la création de contenu, vous avez le lien vers Patreon ici en dessous. Vous trouvez sur YouTube les cours, première section et plein d'autres choses. La série acupuncture qui est en train de sortir également. Tout cela sans publicité sur le compte Patreon. Le lien est ici en dessous. Merci encore pour votre présence sur cette vidéo. On se retrouve tout bientôt. Fred, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci aussi à toi. De même. Bonne journée à tous. Bonne journée.